Bonjour tout le monde, c'est Pity Champi. On se retrouve pour un nouvel épisode du Necronomicon. Mais juste avant, je voudrais juste vous faire une petite annonce. J'ai ouvert mon blog. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à y aller. C'est pas compliqué, hein, l'adresse c'est pitychampi.fr. Voilà. Ça va vous montrer une autre personnalité de moi, que vous connaissez peut-être pas si vous ne m'avez vu que par l'intermédiaire de ces vidéos un petit peu flippantes, il faut l'avouer. Voilà. Mais je reviendrai en détail dessus un peu plus tard, certainement dans une autre vidéo. Peut-être cette semaine, peut-être pas, ça dépend si j'ai le temps. Enfin, bon, sans plus tarder, on va reprendre notre histoire. Le 3e chapitre de l'horreur à Dunwich. Pendant ce temps, le vieux Watley continuait à acheter du bétail sans paraître augmenter les effectifs de son troupeau. Il commença aussi à couper du bois et à réparer les parties inutilisées de sa demeure, une grande bâtisse au toit pointu dont l'arrière s'enfonçait dans le flanc rocheux de la montagne. Les 3 pièces les moins délabrées du rez-de-chaussée leur avaient pourtant toujours suffi, à lui et à sa fille. Ce vieillard devait disposer d'extraordinaires ressources physiques pour abattre autant de labeurs pénibles. Et même si de temps à autre il tenait encore des propos déments, son ouvrage de charpentier donnait tout l'air de résulter de calculs bien pensés. Le chantier avait en fait débuté dès la naissance de Wilbur, avec la remise en état soudaine d'un des multiples cabanons à outils du domaine, sur lequel le vieux Watley avait en outre installé des volets et un solide verrou tout neuf. Il se montra un artisan tout aussi soigneux dans la restauration de l'étage abandonné de la maison. Sa folie ne se manifesta en l'occurrence que dans son choix d'aveugler complètement l'ensemble des fenêtres de la partie réhabilitée. Toutefois, beaucoup estimèrent insensé de se donner seulement la peine de réaliser de tels travaux. Un autre ouvrage plus compréhensible consista en la rénovation d'une autre pièce, au rez-de-chaussée, pour son petit-fils. Plusieurs visiteurs purent la voir, mais aucun ne fut jamais admis à l'étage désormais clos. Le vieillard plaça dans la chambre d'enfant de hautes et solides étagères dans lesquelles il entreprit de ranger selon un ordre apparemment réfléchi les antiques tomes pourrissants, entiers ou mutilés, que, en son temps, il avait laissé traîner dans tous les coins de la maison. « Je les ai bien utilisés, déclarait-il, en s'efforçant de recoller une page déchirée, couverte de caractères noirs, avec de la pâte préparée sur le fourneau rouillé. Mais le garçon en aura mieux l'usage, autant qu'il en profite, parce que l'aura point notre école. » Quand Wilbur eut 1 an et 7 mois, on était en septembre 1914, sa taille et ses capacités avaient presque de quoi inquiéter. On lui aurait donné 4 ans. Il s'exprimait aisément et avec une intelligence prodigieuse. Il courait à sa guise dans les champs et les collines et accompagnait sa mère lors des promenades. À la maison, il étudiait de près les images et les graphiques des livres de son grand-père qui, de son côté, au cours de longs après-midi, lui dispensait à mi-voix enseignement et endoctrinement. À cette époque, la restauration de la maison était achevée, et ceux qui l'observaient se demandaient pourquoi on avait transformé l'une des fenêtres de l'étage en une porte massive. Cette issue donnait sur l'arrière, sous le toit à pente brisée, tout près de la colline, et personne ne comprenait l'usage d'une rampe en bois renforcée
qui reliait à présent l'ouverture au sol. Lorsque la restauration fut terminée, les curieux remarquèrent que le vieux cabanon à outils verrouillé et aveuglé depuis la naissance de Wilbur était à nouveau à l'abandon. La porte embâillait mollement, et quand Earl Sawyer, un jour, pénétra à l'intérieur après une de ses ventes de bétail au vieux Whatley, l'odeur étrange qu'il respira le fit presque s'évanouir. Il assura n'avoir jamais senti pareille puanteur de toute sa vie, sauf à proximité des cercles de pierre indiens sur les collines. Rien de sain, ni même né sur terre, n'aurait pu en être à l'origine. D'un autre côté, les habitations et les dépendances de Dunwich n'ont jamais brillé par leur pureté olfactive. Les mois suivants furent vierges d'événements notables, mis à part que chacun aurait juré constater une augmentation lente mais régulière des bruits mystérieux dans les collines. Lors de la nuit de Walpurgis de 1915, on ressentit des secousses sismiques jusqu'à Aylesbury, et le Halloween suivant fut marqué par un grondement souterrain bizarrement synchronisé avec des jaillissements de flammes au sommet de Sentinel Hill qu'on attribua à ces sorciers de Whatley. Wilbur grandissait étrangement vite. Entrant dans sa 4e année, il avait l'apparence d'un enfant de 10 ans. Désormais, il lisait avec avidité, mais il parlait encore moins qu'avant. Il était résolument taciturne, et c'est à cette époque que les gens commencèrent à évoquer, sans se cacher, l'expression démoniaque visible sur sa face caprine. Il lui arrivait de marmonner dans un jargon inconnu, de psalmodier sur des rythmes bizarres, emplissant quiconque l'entendait d'un sentiment de terreur inexplicable. La haine que lui portaient les chiens suscitait désormais de nombreux commentaires, et il devait porter une arme à feu sur lui afin d'assurer sa sécurité quand il circulait dans la campagne. Il lui arriva de l'utiliser, ce qui n'améliora pas sa popularité chez les propriétaires de compagnons canins. Les rares visiteurs des Whatley trouvaient souvent Lavinia seule au rez-de-chaussée, tandis que des cris et des piétinements étranges résonnaient à l'étage barricadé. Elle ne disait jamais ce que son père et son fils faisaient là-haut, mais en une occasion, elle blêmit et manifesta une crainte disproportionnée quand un poissonnier itinérant facétieux fit mine d'ouvrir la porte verrouillée menant à l'escalier. Par la suite, l'homme raconta au client de l'épicerie du village qu'il avait cru entendre un cheval battre des sabots sur le parquet au-dessus. L'auditoire réfléchit, se rappela la porte à l'étage avec sa rampe et le bétail qui disparaissait à une telle vitesse. Puis tous frémirent en se remémorant les récits de la jeunesse du vieux Whatley, et les êtres monstrueux qui surgissent de terre lorsqu'on sacrifie, au moment propice, un bœuf à des dieux païens. Cela faisait quelque temps qu'on avait remarqué l'aversion et la crainte croissante des chiens envers l'ensemble du domaine Whatley, aussi forte que celle qu'ils manifestaient contre le jeune Wilbur. En 1917, le pays entra en guerre. Le chevalier Sawyer Whatley, en tant que responsable du bureau de conscription de la région, eut beaucoup de mal à trouver sur Dunwich un quota suffisant d'hommes qu'on put seulement envoyer en camp de sélection. Le gouvernement, inquiet de cette situation, cela impliquait peut-être une dégénérescence régionale massive, missionna plusieurs officiers et experts médicaux afin d'investigation. Ils menèrent une enquête que les lecteurs des journaux de la Nouvelle-Angleterre se rappellent peut-être encore. Le retentissement de l'événement mit les journalistes sur la trace des Whatley,
et incite à Le Globe de Boston comme l'Advertiser d'Arkham à publier dans leur supplément du dimanche des reportages chargés de superlatifs sur la précocité du jeune Wilbur, la magie noire de son grand-père, les étagères chargées de livres mystérieux, l'étage aveuglé de l'antique corps de ferme et l'étrangeté de l'ensemble de la région avec ses grondements sous les collines. Wilbur avait alors 4 ans et demi. On lui en aurait donné 15. Ses lèvres et ses joues disparaissaient sous un duvet noir, rêche, et sa voix avait commencé à muer. Earl Sawyer se rendit chez les Watley avec des équipes de reporters et des photographes des 2 journaux et leur fit remarquer l'insolite puanteur qui semblait désormais émaner des espaces clos du premier étage. C'était, affirma-t-il, exactement la même qu'il avait sentie dans le cabanon abandonné après l'achèvement des travaux de restauration et la même dont il avait parfois cru percevoir des relents à proximité des cercles de pierre dans les collines. Les gens de Dunwich lirent les articles à leur parution et ricanèrent devant les erreurs évidentes qu'ils comportèrent. Ils se demandaient aussi pourquoi leurs auteurs avaient été si intrigués par le moyen dont le vieux sorcier réglait systématiquement ses achats de bétail, en pièces d'or très anciennes. Les Watley avaient reçu leurs visiteurs avec une répugnance mal dissimulée. Mais il avait craint davantage la publicité qui se serait ensuivie s'ils avaient usé de violence ou refusé de parler. C'est là que s'achève cet épisode du Necronomicon. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions via les commentaires. J'en prendrai bonne note. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Necronomicon. À bientôt.